qu'est-ce qui spécifie l'accompagnement? Et pour spécifier un concept, l'accompagnement, je suis obligée de l'entrechoquer avec d'autres concepts. Et d'où je vais l'entrechoquer avec la formation, ce qu'on appelle traditionnellement la formation, l'intervention, etc. Et je vous propose de traiter l'affaire, j'en ai pour une dizaine de minutes, de traiter l'affaire selon 3 changements de paradigme. Premier changement de paradigme au niveau de ce qui spécifie la nature et les enjeux de ce qu'on appelle l'accompagnement et de ce qui ne serait pas l'accompagnement, qui serait donc de la formation, de l'intervention, du conseil. Premier changement de paradigme. Le deuxième changement de paradigme, il concernerait les outils. Est-ce qu'il y a des outils, à mon avis, oui, qui spécifient l'accompagnement par rapport à la formation, l'intervention et le conseil? Et le troisième changement de paradigme, ça serait qu'est-ce qui spécifie l'accompagnement dans la posture de l'accompagnateur par rapport à la posture de ce qu'on appelle le formateur, l'intervenant, le conseiller. Voilà. Alors, premier changement de paradigme, le changement de paradigme dans la nature et les enjeux de ce qui spécifierait l'accompagnement. Alors, j'ai fait appel un petit peu à la philo, l'anthropologie, la sociologie, la culture, les modes culturels. Et je voudrais opposer 2 modes de pensée, la pensée occidentale et la pensée orientale. Je fais un peu l'hypothèse que ce qu'on appelle la formation, l'intervention en formation, le conseil, appartiennent plutôt à une pensée occidentale, pétrie plutôt de philosophie grecque, qui cherche à approcher au plus près la vérité, ces catégories qui fondent notre perception du monde, c'est-à-dire l'être, la raison, le couple théorie-pratique, l'élaboration de procédures, l'utilisation de modèles. Pour moi, dans un premier champ, et je commence comme dans les westerns, par un grand plan ensemble, ce qui spécifierait effectivement la formation, ce serait une pensée occidentale qui essaie de toucher au plus près du réel. À l'opposé, à mon avis, et selon mon expérience, l'accompagnement se rapprocherait plutôt de la pensée chinoise. J'ai pas mal lu François Julien, que certains connaissent peut-être, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la pensée chinoise. Et l'accompagnement, en effet, se rapproche de la pensée chinoise, à mon avis, parce qu'il analyse le réel, non pas comme en termes de procédure, mais comme un processus en cours qui va se réguler par le jeu de facteurs opposés et complémentaires, le yin, le yang, l'intuition, l'expression allusive, et l'accompagnement, à mon avis, toujours si je suis dans les grands cadres, préfère, de mon point de vue, tirer parti du potentiel de la situation plutôt que de modéliser le monde. L'accompagnement, dans ce cadre-là, donne l'occasion de sortir du cadre, de déranger, de décaler la pensée, de penser d'un dehors, de remettre les idées en mouvement. C'est, à mon avis, une pensée un peu du non-agir, une pensée de l'intérieur. C'est une pensée de la respiration qui permet une alternance de plein et de vide et qui conçoit le monde un peu comme un dispositif dynamique. Dans l'histoire de la formation, après qu'on ait dans les années 70, 80, apporté beaucoup d'outils dans les établissements, les organismes, les établissements scolaires, etc., on en est venu ensuite, dans les années 90-2000, à l'appel d'air sur l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait beau apporter des outils, après chacun se coltinait le choc du réel, et il fallait bien combler ces béances, et l'accompagnement est venu combler un peu ces béances qui avaient créé les temps de formation et d'apport. Donc, premier temps, changement de paradigme, il me semble, entre l'accompagnement et la formation, la nature des enjeux et la nature même des dispositifs de formation et d'accompagnement. Deuxième changement de paradigme, ça serait au niveau des outils. Alors, si on prend par exemple, alors j'allais dire que ce soit au niveau, il n'y a pas
comment dire, pas de malentendu. Je pense qu'un bon intervenant, un bon formateur et un bon accompagnateur, ils doivent maîtriser, ou avoir construit en tout cas des compétences autour du référentiel global du métier de formateur, ce qu'on appelle le métier de formateur. Donc tous les outils, j'allais dire, sont utiles. Seulement, je vais privilégier plutôt des outils qui vont servir en priorité quand on est en intervention et en formation, et des outils qui serviraient en priorité quand on est en accompagnement. Alors ceux qui serviraient plutôt lorsqu'on est en intervention, en conseil, en formation, le premier outil, ça serait la médiation des savoirs aussi bien conceptuels, travailler sur les représentations du métier présent ou du métier à venir, travailler sur les représentations, je suis toujours dans le premier outil, travailler sur les savoirs, sur les savoir-faire, travailler sur la construction de nouveaux savoir-faire et travailler aussi sur la construction de nouvelles postures, de nouveaux savoir-être. La première médiation, à mon avis, qui caractérise l'intervention en formation, c'est de travailler sur les savoirs, savoir-faire et savoir-faire. Le deuxième type de médiation qui concerne toujours l'intervenant en formation, ça sera plutôt la médiation du tiers, les interactions avec le tiers. Quand on est intervenant, formateur, on va se servir du groupe, de l'équipe, on va faire travailler les gens en solo, on va faire que chacun soit une équipe à lui tout seul, ou bien que chacun se regroupe de différentes façons. Et ce qui est privilégié là, comme outil, c'est le conflit socio-cognitif. Toujours en ce qui concerne les outils privilégiés, à mon avis, de l'intervenant ou du formateur, le troisième outil, ça sera la construction de l'écrit, la construction de récits, d'écrits de toute catégorie, avec apport de méthodologie, etc., puisqu'on sait que le récit, l'outil, l'écrit contribue à donner du sens à la formation, à la construction des compétences. Donc, du côté des outils pour l'intervenant, formateur ou conseiller, les savoirs, l'interaction avec les tiers, la construction des écrits de toute catégorie, ça me semble effectivement les trois outils qui sont à manier en priorité dans ce type d'intervention. Quand on est du côté de l'accompagnement, à mon avis, qui a besoin aussi de tous les outils dont je viens de parler, bien sûr, pouvoir maîtriser ou pouvoir expérimenter ces outils-là, mais prioritairement, je vois trois autres types d'outils qui me semblent intéressants pour l'accompagnateur. Le premier outil, c'est l'écoute professionnelle, qui ne se limite pas au verbal, bien sûr, qui prend en compte le non-verbal, la réflexion sur soi, la détection des parasites quand on écoute une personne, quand on écoute une équipe, la première chose à faire, et surtout qui travaille sur le transfert et le contre-transfert. Je pense qu'un des outils privilégiés à travailler, et ça c'est complexe, effectivement, c'est compliqué, complexe, et c'est long à mener, c'est de travailler sur l'effet que l'autre fait sur moi ou que l'équipe fait sur moi, et de travailler aussi sur l'effet, les scénarios que je peux bien faire sur la personne que j'ai en face de moi ou sur l'équipe avec que j'accompagne. Donc, premier outil, l'écoute professionnelle, qui est un long périple. Bon, j'en sais quelque chose, je fais une formation de coach qui est centrée surtout sur l'écoute. Effectivement, c'est une autre paire de manches. Le deuxième outil qui, de mon point de vue, spécifie l'accompagnement, c'est l'analyse des pratiques, qui applique de faire de la pédagogie différenciée, de travailler sur les différents cadres à travers lesquels on va étudier une situation. Quel est le cadre que je vais mettre sur le réel que je vais avoir à accompagner? Ce que me dit la personne que j'accompagne, ce que me dit l'équipe que j'accompagne, quel type de fenêtre, ce que j'appelle une fenêtre situationnelle, qui est constituée de 4 cadrans, c'est-à-dire quels sont les acteurs, à quel moment ça se passe, où est-ce que ça se passe, et quelles sont les attentes institutionnelles et professionnelles
auxquelles ont lieu, qui sont en jeu dans cette affaire. Donc, le deuxième outil, c'est avoir une panoplie, pour l'accompagnateur, une panoplie suffisamment différenciée de différents modes d'analyse de pratique. Et puis le troisième outil qui me semble important, c'est l'approche systémique. Georges, on a parlé de tout ça bien sûr ce matin. Et là aussi, il faut avoir une batterie assez différenciée d'approches systémiques. Moi j'aime bien le diagramme d'Ishikawa, que vous connaissez probablement. Il en existe des dizaines et des dizaines. Et pour travailler ce troisième outil, enfin pour maîtriser ce troisième outil, je pense qu'il est aussi intéressant de travailler sur les 5 grands modes de pensée. La pensée inductive, déductive, analogique, dialectique et divergente, de façon à avoir des modes d'approche coloriés, de colorier le mieux possible la situation que l'on va avoir à accompagner, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit groupale. Voilà pour les outils, changement de paradigme au niveau des outils. Et puis, troisième changement de paradigme, changement de paradigme au niveau de la posture de l'accompagnateur et de celui qui est intervenant, formateur, etc. Autant, alors, première remarque, premier point de vigilance, changement de paradigme donc dans ce cadre-là, au niveau de la visée par exemple. Autant l'intervenant ou le conseiller peut arriver dans la formation avec sa valise à roulettes, j'en sais quelque chose, plein d'outils, à partir de laquelle il a compoté au préalable des scénarios en vue de répondre à la demande, bien sûr. Il faut avoir une valise à roulettes bien chargée. Autant l'accompagnant arrive les mains dans les poches, il a sa valise intégrée. Sans a priori, autant le formateur intervenant va se servir de la perception de l'œil, je caricature bien sûr, parce qu'on a besoin de connaissances, mais autant l'accompagnateur, il arrive tout oui, avec des oreilles grandes comme ça. Son matériau, ça ne sera pas ce qu'il y a dans sa valise, mais son matériau, c'est la parole et l'expérience de l'autre, celui qui est en face et qu'il va pouvoir exprimer et à partir duquel il va forger, il va pouvoir, enfin pas forger, il va pouvoir se forger une idée et ne pas l'imposer. On verra ça dans les compétences, dans la suite des compétences. Alors, ça c'est la première remarque en ce qui concerne ce changement de paradigme vis-à-vis de la posture. Deuxième remarque, toujours dans ce changement de paradigme vis-à-vis de la posture, c'est que les gestes et la place, les gestes génériques et la place pour l'intervenant, le formateur ou l'accompagnateur sont différents. Dans le cadre de l'intervenant, du conseiller, il y a des choix vis-à-vis de la personne ou du groupe que l'on va former. On peut se mettre au-dessus, piloter, diriger. À ce moment-là, on décide de ce qui est bien pour le groupe ou la personne. On est plutôt dans l'ordre de la bienveillance. Toujours dans ce cadre-là de l'intervention en formation, on peut se mettre en situation de contractualisation, c'est-à-dire derrière la personne, le suivre, contractualiser. On peut intervenir aussi comme ça. Deuxième type d'intervention. Troisième type d'intervention ou de formation, on peut se mettre au service de la personne ou du groupe, c'est-à-dire se mettre au milieu, en organisant et en régulant la production. Au-dessus, derrière, au milieu, ce sont à mon avis trois postures qui caractérisent le formateur ou l'intervenant ou le conseiller. L'accompagnateur, lui, de mon point de vue, il est côte à côte. Il est à côté. Il est dans l'alliance, plutôt. Il est dans l'alliance. C'est là que ça se complique un peu, parce qu'on rentre aussi dans une compréhension plus humaine, moins technique de ce dont il s'agit. Il est dans l'accueil, il est dans l'aide au discernement, il est dans le respect de la trajectoire de l'autre. Alors, du coup, ça suppose que être accompagnateur, c'est n'avoir aucun lien hiérarchique avec la personne ou l'équipe qu'on accompagne. Et là, je suis très ferme sur le principe, c'est-à-dire que
J'ai accompagné, je coach, j'ai accompagné beaucoup de directeurs, de dirigeants, etc., de responsables qui me disaient « j'accompagne mon équipe ». Non. Un responsable, un dirigeant qui est intéressé aux bénéfices, bien sûr, parce qu'une des conditions pour bien accompagner, c'est ne pas avoir de lien hiérarchique et ne pas être intéressé aux bénéfices. Si vous êtes accompagné... Alors, bon, je sais que je fais hérisser beaucoup de dirigeants quand je dis ça, ils disent « mais si, on peut accompagner, etc. » Bien sûr, on accompagne jusqu'à un certain point. Mais je vais dire l'accompagnement pur sucre, si on veut viser l'accompagnement vraiment pur sucre, s'il faut être détaché à la fois et du lien hiérarchique et de la proximité historique ou intime trop proche aussi. Coacher son propre mari ou son propre compagnon, ça ne se fait pas. Et j'allais dire, ne pas être intéressé effectivement aux résultats. On est intéressé aux résultats parce qu'on a envie quand même que la personne advienne, mais vous comprenez ce que je veux dire là-dessus. Ce qui fait que quand dans l'éducation nationale, les formateurs, on leur demande d'accompagner les jeunes profs, d'accompagner les mémoires et de les évaluer à la fin, eh ben c'est de l'imposture, quoi. Ça, c'est une position très difficile à tenir, vous savez très bien, puisqu'on l'a tous vécu, on est tous tenus dans nos systèmes à accompagner les gens qu'on est censé évaluer à la fin. Vous savez, la gymnastique qu'on peut faire pour faire admettre que la personne soit en confiance, sachant que, boum, vous envoyez un petit PV à la fin pour dire ce que vous en avez pensé, etc. Donc, bien accompagné, c'est pas de l'accompagnement, c'est de la formation, c'est de la formation bienveillante, c'est de la formation bienveillante, c'est de la formation bien accompagnée, mais ça n'est pas de l'accompagnement. Et ce qui fait que dans cette catégorie, dans ce troisième paradigme, il y a une mission, à mon avis, qui est une mission, une fonction politique, un peu politique, je crois, de l'accompagnateur, c'est de gérer aussi, de savoir gérer sa relation de pouvoir et d'autorité par rapport à la personne qui l'accompagne. Et gérer le pouvoir et l'autorité, et puis gérer aussi, et ça sera ma dernière remarque, se dire que l'accompagnement interpelle le projet global de l'éducation et de la formation en remettant en cause la hiérarchisation immuable basée sur la détention du savoir. Alors ça, c'est une révolution. Je crois que c'est en cela que l'accompagnement se distingue quand même beaucoup de la formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je caricature là encore, le formateur sachant, et puis le stagiaire ne sachant pas, mais je pense que l'accompagnement, dans la co-construction, on va faire, justement quand on aura travaillé sur ces relations au pouvoir, à l'autorité, cette co-construction, c'est une véritable révolution sociale, politique et de formation, de formation dans son ensemble. Voilà. Donc, si vous voulez, ces remarques un petit peu, j'allais dire un peu à l'emporte-pièce, sur ces trois changements de paradigme que je distingue entre l'intervention, la formation et puis l'accompagnement. Et pour terminer, je laisse la parole à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que vous connaissez aussi probablement, qui s'appelle Jeanne Moll, qui a beaucoup parlé aussi de l'accompagnement, qui a travaillé sur l'accompagnement. Et elle définit un peu l'accompagnement comme un parcours de liberté, un parcours de libération de la personne. Et c'est là qu'on dépasse un peu le côté technique d'apport du savoir, savoir-faire, savoir-être, être à bien de fin. Alors, elle dit accompagner les personnes, c'est leur permettre d'imaginer un devenir d'eux-mêmes et corollairement un devenir d'autrui, c'est leur permettre d'avancer solidairement sur le chemin d'une plus fine compréhension de l'humain,
sans cesser de se cogner à leurs propres limites. Voilà. Je vous remercie de votre